Mon petit pas du mois, le podcast pour progresser dans ma vie. Bonjour, c'est Paul Pironnet, passionné par le monde humain et sa transformation permanente. Bienvenue dans mon podcast qui va vous donner les clés pour trouver les petits pas quotidiens pour vous permettre d'évoluer et de vous transformer. Je me suis vraiment identifié à quelqu'un d'un niveau qui était bien supérieur à ce que moi, je m'estimais être à ce moment-là. Eh oui, on s'est transformé de Paul en Maverick Pironnet. Donc, voilà, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Donc l'estime, c'est vraiment la reconnaissance de la valeur. Hein. On s'estime, c'est comme on estime un objet, on estime une personne par la reconnaissance de la valeur qu'on lui reconnaît. Tout est accessible. C'est-à-dire, si demain je veux jouer au piano, il faut simplement que je mette les moyens pour le faire, mais je peux le faire. Je peux jouer au tennis, je peux être un entrepreneur, je peux reconnaître que le potentiel que nous avons et ce vers quoi nous voulons aller, même si c'est pas encore là, on peut aller le chercher. Mon petit pas du mois, avec Paul Pironnet. Bienvenue dans Mon petit pas du mois, saison 3, le podcast de Paul Pironnet pour progresser dans ma vie de tous les jours grâce à la PNL. Salut Paul, comment ça va ? Salut JB. Eh ben écoute, en grande forme comme d'habitude, toujours très heureux de te retrouver pour un nouveau podcast. Eh ben écoute, le plaisir est vraiment partagé. Comment la PNL peut-elle nous aider au quotidien et à nous améliorer de façon durable ? C'est la question en fait centrale de toute cette saison. D'après une étude publiée dans la revue universitaire de renom, le Psychological Bulletin, l'estime de soi reste stable pendant la puberté et ne diffère pas entre les générations ayant grandi avec ou sans médias sociaux. Elle augmente de l'enfance jusqu'à l'âge de la retraite avec un pic vers 60-70 ans. Les auteurs soulignent également que l'estime de soi n'est pas juste un effet secondaire de circonstances de vie favorables, mais qu'elle favorise les liens sociaux, la satisfaction dans les relations de couple au travail. Elle a une influence sur le bien-être en général et sur le succès. Une réaction rapide à cette enquête, mon Polo ? Alors d'abord, je pense que l'estime de soi varie. Elle peut varier en fonction de circonstances diverses, on pourra en parler ensemble. Et en même temps, effectivement, elle va avoir un impact énorme, je pense, dans nos relations, d'abord affectives, proches, que ce soit avec nos parents, nos amis, frères et sœurs, et puis bien sûr notre conjoint. Et je crois aussi qu'elle va avoir un impact dans notre relation sociale et surtout professionnelle. Donc, j'ai tendance de mon côté et au gré des années d'accompagnement que j'ai pu faire, de penser que celle-ci peut varier. Et si l'amour de votre vie, c'était vous, c'est le titre de ce nouvel épisode. Et si s'aimer soi-même n'était pas un acte égoïste, mais une nécessité pour mener une vie équilibrée et réussie, et si s'aimer soi-même était le premier pas vers le succès, avec l'aide de la PNL, Paul, est-ce que tu es prêt à répondre à ces questions ? Eh ben, écoute, je vais te donner mon maximum pour vous éclairer, j'espère en tout cas ouvrir des fenêtres, des perceptions qui, je l'espère, aideront ceux qui nous écoutent. Bon, rapidement, pour quelles raisons développer et maintenir une bonne estime de soi crée un chemin favorable à la réussite ? D'abord et avant tout parce que notre réussite, alors on peut parler de réussite personnelle ou de réussite sociale, est au fond énormément évaluée par notre dimension neuropsychologique, et il est clair que quelqu'un qui a une bonne estime de soi va de fait probablement avoir une relation à soi-même qui est plus développée, et à partir de là, il va pouvoir prendre en compte un peu à l'image d'une boussole, eh bien, qui il est ou ce qu'elle est, cette personne, et à partir de là, d'interagir de façon plus responsable à l'égard de ce qu'il apporte véritablement. Donc je pense que cette notion d'estime de soi est une boussole pour réussir. Est-ce que la PNL peut aider à repérer les signes qui indiquent chez une personne qu'elle manque d'amour de soi ? Alors oui, absolument. C'est-à-dire que la manière dont elle-même va communiquer, la manière dont elle va prendre sa place ou non, la manière dont elle est capable ou non de dire non à certaines situations, tout ça, ça va nous montrer en fait où est-ce qu'elle en est d'une manière générale, ou de façon plus spécifique en fonction des contextes dans lesquels elle est, que ce soit des relations, des environnements de travail ou à la maison. Bref, on va voir qu'il y a de la variation, évidemment, dans ces interactions sociales, mais du coup, on va reconnaître qu'une personne est plutôt en train de se dévaloriser à un moment donné ou pas.
Et ça, c'est tout à fait effectivement observable. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Ken Carter? Alors oui, il me semble que c'est dans un film, ça. Alors en fait c'est l'histoire vraie. C'est l'histoire vraie d'un ancien joueur de basket qui est devenu entraîneur de l'équipe du lycée de Richmond en Californie. Et dès son arrivée, il impose des règles hyper strictes axées sur la discipline, le respect, les performances scolaires. Les joueurs doivent signer des contrats même qui les engagent à maintenir de bonnes notes d'un côté et à assumer une attitude exemplaire. Alors malgré les résistances, Carter il va parvenir à inspirer et à transformer ses joueurs sur le plan sportif et académique. Et son histoire, effectivement, elle a été adaptée au cinéma en 2005. Samuel L. Jackson et Coach Carter. Quelle est votre peur la plus profonde, Monsieur Cruz? Serait-ce d'être inadéquat? Laissez tomber, Monsieur Cruz. Rentrez chez vous. Quelle est votre peur la plus profonde, jeune homme? Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Notre peur la plus profonde est d'avoir un pouvoir extrêmement puissant. C'est notre propre lumière et non notre noirceur qui nous effraie le plus. Nous déprécier ne servira jamais le monde, et ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est, en espérant rassurer les gens qui nous entourent. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. Et si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre présence suffit alors à libérer les autres. Monsieur, je tiens à vous dire merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, monsieur. Paul, en voyant comment Coach Carter transforme l'estime de soi de ses joueurs pour les guider vers la réussite, comment finalement la PNL peut-elle intervenir pour aider quelqu'un à développer l'amour de soi et finalement atteindre, in fine, ses objectifs? Alors, il y a deux aspects qu'on voit d'ailleurs dans le film et que la PNL va mettre en avant. Il y a la relation à soi, puis il y a la relation au succès. C'est-à-dire que quand on parle de discipline, de développer une discipline, c'est la capacité à décider ou à accepter des règles du jeu en vue d'un résultat. Et donc, du coup, ce qui peut faire en sorte que je tienne ou que je tienne pas, c'est effectivement l'estime que j'ai de moi-même. Recadrage cognitif, ancrage, visualisation, modélisation, technique aussi de dialogue interne. Quels sont finalement les outils ou techniques de la PNL que toi tu recommandes pour nous aider justement à développer notre amour-propre, notre propre estime de soi? À une époque où on entend parler autant de l'intelligence artificielle, ce que l'on voit se développer de manière très importante, c'est bien sûr en même temps cette intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle, pour y accéder, il nous faut de l'intelligence relationnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe justement en termes de PNL? Les premiers outils qu'on va trouver, ce sont des outils qui sont liés à l'écoute de soi, c'est-à-dire la capacité, à ressentir et à se mettre à l'écoute, au fond, cette dimension intérieure dans laquelle nous sommes. Pour faire quoi finalement? Pour repérer à la fois s'il y a des moments où on est en train de se dévaloriser par rapport à l'environnement, par rapport à un enjeu, etc. Et la capacité donc du coup à reconnaître que cette dévalorisation, elle vient au fond d'une communication qu'on a avec soi-même. Et à partir de là, d'apprendre à repérer cette dimension qui est là un petit peu en arrière-plan pour la transformer. Donc la première chose, c'est la capacité à ressentir. La deuxième, à communiquer, à entrer en relation avec soi. Et on va s'apercevoir que c'est la même chose avec l'environnement. Ensuite, il y a des paramètres qui vont faire qu'une personne va justement retrouver de l'estime d'elle-même. Au-delà de l'écoute et de son ressenti, c'est de mettre des mots sur ce qui va être important pour elle. C'est ce que nous, on va appeler au fond ses valeurs, ses attentes, ses envies, ses importants dans la vie. Et plus une personne va être au contact de ses importants, plus ensuite elle va pouvoir décider d'orienter au fond ses actions vers un résultat futur qui soit en lien justement avec ses aspirations. Valeurs, objectifs, ressentis et affronter donc les contraintes, relation avec ces contraintes justement pour essayer de grandir. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi un recadrage par exemple cognitif peut nous aider à surmonter finalement les croyances limitantes? Parce que c'est souvent parce qu'on est pris par ces croyances limitantes qu'on a une estime de soi qui est pas la bonne, quoi, finalement. Oui. Alors, le recadrage, c'est donner un cadre différent. Un cadre différent, c'est donc donner une perception différente qui peut entraîner un sentiment différent. Donc, à un moment donné, on est confronté effectivement à des difficultés, que ce soit avec son conjoint, ses enfants ou n'importe quelle situation de la vie. Et il y a un moment donné où effectivement, pris
par la contrainte, eh bien, on va plutôt mettre, par exemple, son focus sur les conséquences négatives de cette contrainte, sur ce qu'on va appeler des pertes. Et très souvent, ce qui peut être aidant, c'est de redonner un sens différent à ce qu'on perçoit. Et donc, du coup, de se dire, tiens, au fond, dans cette situation, s'il y avait quelque chose de plus positif à tirer, si au fond, cette situation que je vis mal, eh bien, elle était l'occasion pour moi de grandir. Voilà. Donc, dans les recadrages, en fait, on va les chercher par le biais de questions, entre guillemets, puissantes, questions qui vont nous entraîner dans une perception différente, parfois dans un ressenti différent par rapport à la situation et par conséquent souvent par une attitude différente. Eh bien, c'est grâce à ces questions qu'on peut donner un sens différent à ce qu'on perçoit. C'est ça, en fait, en PNL qu'on va accentuer davantage. Et quels exemples concrets tu peux donner, par exemple, sur l'utilisation des ancrages pour renforcer l'amour-propre? Alors, l'ancrage, c'est une technique qui permet de renforcer effectivement un état interne. Ce qu'on appelle un état interne, c'est le ressenti dans lequel je suis. Et donc, par exemple, je vis une situation qui est pas forcément très facile. Et au fond, si je me laisse simplement aller, on va voir que il va y avoir un ensemble d'éléments qui vont participer, au fond, à la baisse de cette énergie. Et c'est là que les ancrages vont pouvoir nous servir. Par exemple, je viens d'apprendre que mon train est annulé et que du coup, je risque vraiment de rater mon avion. Là, évidemment, je vais rentrer dans un stress important et il y a des chances que du coup, par exemple, au niveau corporel, je me ferme un petit peu, voilà. Et donc, là, la question, c'est de me dire, bon, au fond, qu'est-ce qu'il y a là? Et le mieux, par exemple, on va le voir, c'est un premier levier pour retrouver l'énergie. C'est par exemple se redresser, d'inspirer, de sourire, se dire, bon, qu'est-ce que j'ai comme option immédiate? Quelles sont les solutions qui sont là et qui me permettront d'avancer? C'est à la fois d'être connecté à l'ambition qu'on a de récupérer notre avion en se disant, bon, je vais pas réfléchir à savoir si c'est possible ou pas, c'est quelle est la meilleure chose à faire maintenant et engager petit pas par petit pas la situation. Donc, tu vois, l'ancrage à ce moment-là, ça va être de transformer au fond son état interne qui est un peu stressé en quelque chose de plus positif. Et c'est là que les ancrages sont intéressants. Les ancrages, c'est la capacité à retrouver un état. On le fait beaucoup dans le sport, ça peut être à travers un geste, ça peut être à travers un symbole, à travers une image ressourçante. C'est ce qui va tout de suite influencer un changement d'état interne. Alors, on peut passer aussi sur une autre technique qui est utilisée en PNL, c'est celle de la visualisation. Comment, justement, cette visualisation peut-elle transformer notre perception de nous-mêmes et finalement de nos capacités? Alors, par exemple, c'est l'idée que d'ailleurs, ça m'est arrivé un jour. Alors, c'était pas dans le train, mais dans le métro. J'arrive pour aller chercher mon avion à l'aéroport et j'arrive gare de Lyon et normalement c'est direct. Et moi, j'avais un temps assez serré. Et là, il y a la ligne en question qui est complètement bloquée. Il y a des centaines de personnes dans le métro. Et là, je me dis bon, là, ça commence à craindre beaucoup parce que déjà que c'était serré, mais si en plus les métros sont bloqués, je vois pas comment je vais y aller. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit attends, Polo, dans quoi t'es en train de rentrer? Et au fond, inspire, voilà, et demande-toi qu'est-ce qu'il y a de meilleur à faire. Et là, j'ai évidemment posé la question autour de moi. J'ai dit, si vous étiez pressé, que vous devez absolument aller là-bas. Je demandais à deux personnes. Il y en avait une qui avait l'air de bien connaître. Elle m'a dit, tu fais telle chose, tu vas à tel endroit, mais fais gaffe parce que tout le monde va se jeter sur ce métro. Je dis, qu'importe, j'y vais. En fait, la situation, elle était, entre guillemets, perdue, en fait. Pourquoi? Parce que en décalant mon trajet, ça augmentait le temps et je savais qu'il était déjà serré sur une ligne directe. Alors, sur une ligne indirecte, avec des changements de métro, c'était vraiment... Mais je me suis dit, tant que j'avance, je peux avancer. Tant que je peux, j'avance. Et en fait, je suis arrivé avec 7 minutes de retard. Et même en arrivant, j'ai couru jusqu'au quai. J'ai cherché mon train. Et là, il y avait marqué en retard, en retard, en retard. Donc, j'ai eu le temps de courir. Je suis monté dans le train et dans la minute qui a suivi, le train est parti. Je suis monté dans la première voiture. En fait, à chaque fois que je me disais, c'est perdu, j'ai dit non. Tant qu'il y a une chance, je continue. Et c'est ça qui a été pour moi un changement de référence. Donc, il y a plusieurs choses qui ont joué. C'est d'abord la visualisation, qui est l'idée, c'est possible. En tout cas, tant que je peux, j'avance. Il y a eu la notion d'énergie qui a changé. Puis, le calme en disant, si je le rate, j'inspire, il n'y a pas mort d'homme, etc. Mais ça m'empêche pas de donner le meilleur. Et pas évident parce qu'en plus, tu es dans une notion d'urgence, là, dans l'exemple que tu nous donnes. Admettons qu'on ne soit pas dans une situation d'urgence, mais pour nous aider justement à avoir une meilleure perception de nous-mêmes, une meilleure estime de soi pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, comment là, concrètement, la visualisation peut nous aider? Alors, la première chose avant de visualiser, c'est de prendre conscience qu'on n'est pas au top.
dans nos représentations. Bon, admettons qu'on a pris conscience de ça. Alors, une fois que je sais que je suis pas au top, c'est là où la visualisation en termes de PNL va faire une grosse différence, c'est que nous, on va développer, grâce à la PNL, et tout le monde peut le faire, une attention particulière à la représentation qui impacte le cerveau droit. Dit autrement, la partie du cerveau, visuelle, auditive, kinesthésique, qui va avoir un impact au niveau du ressenti. Et nous, l'idée, c'est toujours de se dire, si ça se passait au mieux, comment serais-je? Pas qu'est-ce que je vais faire, mais comment je suis. Comment je suis dans ma posture, dans mon discours intérieur, dans mon énergie, etc. Donc, c'est en permanence d'être focalisé, c'est à ça que ça sert, sur des représentations qui déterminent, qui montrent comment je suis, si je suis au meilleur de moi-même. Autre technique qui est utilisée en PNL, c'est celle de la modélisation. Là, en l'occurrence, comment est-ce qu'elle peut nous aider à adopter des attitudes et comportements d'amour-propre et d'assurance en fonction, par exemple, d'une personne qui peut être inspirante pour nous? Exactement, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un modèle, une référence. Par exemple, dans le monde du sport, c'est très important d'avoir ce qu'on appelle au fond des mentors, c'est-à-dire des personnes qui sont la représentation, mais cette fois-ci sur un plan visuel, auditif, kinesthésique. Donc, on se représente une personne qui nous inspire. C'est le rôle des héros. Et comme on se prend, entre guillemets, pour un héros, plus je vais me prendre pour un héros en tant qu'enfant, ado ou adulte, plus du coup, je peux rentrer dans une information neurosensorielle et qui est en fait une forme de visualisation, mais qui impacte énormément mon fonctionnement. Et c'est grâce justement à cette modélisation que je peux intégrer pas seulement des comportements, mais aussi des sensibilités, en fait tout un ensemble de paramètres qui vont m'aider justement à intégrer ou à modéliser. Donc l'idée, c'est d'aller chercher un mentor, comme tu dis. Tu prenais l'exemple du sport, on pourrait très bien prendre celui des Jeux paralympiques, par exemple, où effectivement des personnes qui pourraient se retrouver en situation de handicap se diraient, voilà, je suis limité, je peux pas avancer comme moi je rêverais d'avancer. Et finalement, en allant chercher des exemples comme ça peut switcher au niveau de la volonté d'agir et de faire les choses, et de la représentation. Oui, et donc des sentiments, et par conséquent des capacités. Parce que c'est incroyable ce qu'on appellera le potentiel. Est-ce que je suis connecté à mon potentiel? C'est-à-dire, est-ce que je suis connecté, au fond, à une espèce de mécanique neurologique qui va m'offrir à ce moment-là la capacité de faire, de dire, de raconter, de jouer d'une certaine manière. Et c'est vrai que les sportifs, on parlait tout à l'heure des ancrages, le font. Tous les sportifs de haut niveau. Il y a un exemple qui est très marquant, c'est Nadal, par exemple, qui va utiliser énormément des processus d'ancrage, c'est comme des rituels. Et en fait, pourquoi? Parce que en rentrant dans ces rituels, en fait, on pourrait même parfois penser qu'il y a un vrai toc, mais en fait, pas du tout. C'est qu'il sait, au fond, d'une manière intrinsèque dans son corps, que en jouant sur ces rituels, c'est l'occasion pour lui d'aller chercher, au fond, un entre guillemets, état interne qui correspond à ce qu'il a besoin de ressentir pour être au meilleur de lui-même. C'est ça qui est très intéressant, c'est de repérer justement comment ça marche, cette mécanique neurologique, et c'est évidemment un des grands axes de la PNL. Alors, on est tous évidemment des êtres humains et on est tous à se raconter énormément d'histoires. Comment finalement les techniques de dialogue interne en PNL peuvent-elles être pour le coup utilisées pour renforcer justement l'estime de soi et derrière surtout favoriser le succès professionnel et personnel? Alors, c'est très intéressant de constater à quel point le discours interne va impacter le système nerveux. Et donc, il y a des choses assez marrantes à faire qu'on fait en visualisation. Par exemple, moi, j'ai un exercice où j'invite les gens à tendre le bras, tu vois, et à poser la main sur l'épaule, par exemple, de la personne qui est en face, et de tendre le bras pendant que celui qui est en face va, avec ses deux avant-bras, chercher à lui plier le bras en deux en appuyant au niveau du coude. Et là, ce qui est très intéressant, c'est juste de sentir la différence qu'il y a si j'amène celui qui a le bras tendu sur l'épaule de son voisin à focaliser son attention sur le coude et donc à lutter contre la résistance des deux bras qui s'opposent à son bras tendu. Donc celui qui est en face essaie de lui plier le bras en deux pendant que le premier qui a le bras tendu tente de garder son bras tendu. Ok ? Et ensuite, je vais juste lui demander de déplacer son attention, pas sur le coude, c'est-à-dire à l'endroit où il y a la contrainte, mais au contraire au cœur de sa paume de main, voire même dans la direction de ses doigts, sachant qu'il a la paume orientée vers le ciel. Et là,
alors que la personne cherche à lui plier le bras, au lieu d'avoir la focalisation de l'attention sur la contrainte, je vais lui demander de l'avoir dans la direction des doigts et de projeter en avant comme une forme d'énergie. Et là, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que le niveau de résistance, c'est-à-dire au niveau des tendons, des muscles, qui sont pourtant les mêmes, va augmenter parfois par 2, parfois par 3. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre, en fait, que notre système neurophysiologique, qui est constitué au fond de 3 mondes, il y a un monde conscient, ce sur quoi je peux porter mon attention, il y a un monde préconscient, qui est un peu en arrière-plan, et un monde inconscient. Et quand je déplace le focus dans la direction de mes doigts, en projetant en quelque sorte l'énergie loin devant, et que la personne cherche à me plier le bras, eh bien j'ai 2 à 3 fois plus de résistance. Pourquoi ? Parce que la partie préconsciente et inconsciente va s'organiser en fonction du focus. C'est exactement la même chose au niveau des sentiments, en fait. Donc, si je connecte avec l'idée que c'est facile pour moi d'effectuer telle ou telle tâche, par exemple, et que c'est stimulant pour moi, c'est pas du tout la même chose que si j'ai très peur de ça. Tu vois ? Par exemple, moi, j'étais enfant, je me souviens, et un jour, il y avait un toit qui était relativement élevé. Je pense qu'il devait y avoir au moins 2 mètres. Moi, j'ai 9 ans à l'époque. Et j'aurais jamais sauté du toit comme ça, d'un coup. Et un jour, on me courait après, comme ça, et vraiment, j'ai eu assez peur. Et ce jour-là, je suis arrivé sur le toit et j'ai sauté, mais alors, sans aucune difficulté. Je suis arrivé en bas, j'ai roulé, je suis reparti. Et c'est après coup que je me suis dit, mais j'aurais jamais fait ça d'habituel. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, dans ma tête, T'as pas le temps de réfléchir. pas le temps de réfléchir. Je suis focus sur la recherche d'une solution, entre guillemets, de survie. Alors, c'est pas question de danger de mort, mais quand même. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans ces situations particulières, eh bien, le cerveau, on le voit face à des accidents, des trucs comme ça, est capable de générer des énergies internes, que ce soit au niveau des sentiments et des comportements qui nous permettent de faire des choses qu'on ferait pas habituellement. Et tout ça, c'est Et justement, neurologique. pour recentrer le sujet sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'estime de soi et derrière provoquer la réussite que l'on espère atteindre, comment est-ce qu'on utilise ces techniques de dialogue interne ? Alors justement, bien en étant attentif au discours qu'on se tient, parce qu'on sait que ça va avoir un impact. Et parfois, c'est juste des mots, c'est une tournure de phrase, c'est une affirmation, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé des affirmations positives, notamment en termes de dialogue interne. Bien sûr, et c'est ce qui permet d'opérer parfois un déclic. Est-ce que tu peux donner un exemple concret où toi, la PNL t'a aidé à développer dans une situation particulière ton amour-propre ? Alors, je vais commencer par un exemple où justement ça m'a bloqué. Puis après, je vais le changer. Un jour comme ça, je vais faire une conférence dans mes débuts. Quand on m'a annoncé cette conférence, j'étais très heureux parce que je me sentais reconnu, tout ça, puis ça allait dans le sens de ce que je voulais, justement, ce que je cherchais. Et puis le jour arrive, je fais 25 km, enfin j'en fais 24, je me gare sur le côté et je suis tellement pris sous l'emprise de l'insécurité à l'égard de cette conférence que finalement je fais demi-tour et j'explique que j'ai un problème de voiture et que du coup je pourrais pas être là, ce qui est pas vrai, mais c'est parce que j'étais tellement sous l'angoisse que ça. Donc là je m'en suis pas trop rendu compte, mais le discours interne m'a beaucoup saboté en quelque sorte. Voilà. Et il se trouve que un peu plus tard, je fais une journée à Paris, dans l'Ouest parisien, et je suis sollicité pour aller faire un atelier avec quelques infirmières. En tout cas, c'est comme ça qu'on me présente les choses. Et puis, j'arrive sur place et finalement, c'était un congrès d'infirmières. Et moi, je me retrouve dans une salle où quand j'arrive, je vois qu'il y a 150 chaises dans la salle. C'était mes débuts. Et là, je suis parti aux toilettes. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je me barre en courant ou pas ? Et là, je me souviens, c'était à l'époque où il y avait Top Gun qui était sorti. C'était pour moi un film mythique. Et je revois, tu sais, quand il vient de perdre son ami, qui regarde dans le miroir, qui a les 2 mains sur le lavabo, et que son chef lui dit, tu sais, tu dois prendre toutes les situations aussi contingentes soient-elles pour grandir avec. Ouais. Et là, je me dis, soit je me gonfle d'orgueil, en quelque sorte, voilà. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, je me suis vraiment identifié à quelqu'un d'un niveau qui était bien supérieur à ce que moi, je m'estimais être à ce moment-là. Et là, j'ai fait le choix de revenir dans la salle. En plus, c'était impressionnant parce qu'il y avait FR3, il y avait vraiment beaucoup de monde. Puis à l'époque où les infirmières descendaient dans la rue, tu vois, il y avait beaucoup de tension en même temps. Et du coup, j'ai mené mon atelier, 150 personnes, etc. Et j'ai eu un succès finalement qui était
bien supérieur à ce que j'imaginais au départ. Donc ça m'a fait beaucoup de bien, c'était une expérience, mais sur le coup, tu vois, il s'est joué vraiment des choses en termes de dialogue interne. Voilà. Et pour reprendre le truc, c'est pour te dire que c'est pas constant dans un cerveau. C'est qu'15 jours après, je me revois allant visiter une entreprise dans laquelle je devais rencontrer le DRH, enfin une femme en l'occurrence. Et j'arrive sur le parking et je me sens paniqué. Et à ce moment-là, je prends conscience du discours que je me tiens en termes de dévalorisation. Pourquoi ? Parce que le fait d'aller voir une personne dans une entreprise me générait un stress énorme, alors que à peine une semaine avant, j'avais tenu 150 personnes, ce qui était énorme à l'époque pour moi, parce que c'était jamais arrivé. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point le discours qu'on se tient, les sentiments dans lesquels on rentre, etc., ça peut soit nous éteindre, soit au contraire nous faire grandir. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est d'apprendre à repérer ces processus pour les modifier. Eh oui, on s'est transformé de Paul en Maverick Pironnet. Donc, voilà, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Est-ce que tu peux donner aussi un exemple concret où la PNL, pour le coup, a transformé la vie d'une personne, justement en améliorant son estime de soi? J'ai en tête de façon très précise, c'est à moins de 15 jours, donc c'est une personne qui a un rendez-vous très important à faire avec son responsable et qui est évidemment en manque de confiance assez importante. Et on va faire un travail de PNL, donc il y a 5 étapes pour préparer la personne et qui finalement nous fait part quelques temps après de l'incroyable dimension d'elle-même qu'elle a su mobiliser pour cette situation et qui fait que du coup ça s'est passé bien mieux qu'elle ne l'imaginait. Donc des exemples comme ça, j'en ai des quantités. Alors ça, c'est pour des situations court terme, on va dire, hein, c'est dans un contexte donné, mais il est vrai que c'est déjà impactant pour redonner à la personne, évidemment, un peu plus d'estime d'elle-même. Alors si en plus, elle continue de grandir, par succession de nouvelles situations, elle va finir par accepter l'idée qu'elle a en elle des ressources qui sont supérieures à la circonstance qu'elle perçoit. Donc l'estime, c'est vraiment la reconnaissance de la valeur. Hein. On s'estime, c'est comme on estime un objet, on estime une personne par la reconnaissance de la valeur qu'on lui reconnaît. Alors cette valeur, elle peut passer par différents aspects. C'est d'abord la valeur qu'elle se reconnaît en se sentant importante, peu à peu. Alors ça vient pas du jour au lendemain, mais avec le temps, c'est la reconnaissance des valeurs qu'elle a, c'est la reconnaissance de la capacité à s'écouter, la reconnaissance qu'elle a de dire oui quand elle a envie de dire oui et de dire non quand elle a envie de dire non. Et donc, ça peut transformer des vies, puisque en l'occurrence, j'ai une autre personne en tête qui, ayant connu des situations, notamment une situation de couple qui était particulièrement compliquée, a appris à reprendre sa place. Alors ça n'a pas forcément été facile parce qu'elle a été confrontée à une relation qui était vraiment très très compliquée, très toxique, mais qui d'étape en étape a accepté de dire non à certaines choses et de dire oui à ce qui était vraiment important pour elle. Et peu à peu, elle a réorganisé complètement sa vie. Et aujourd'hui, d'ailleurs, elle accompagne d'autres femmes justement sur cette dimension-là. Donc, on voit là des personnes qui, alors qu'elles ont subi des situations assez contraignantes et parfois pendant des années, qui, grâce à cette transformation, cette reconnaissance d'elles-mêmes, vont pouvoir du coup, ne plus accepter des choses inacceptables. Et peu à peu, tout en gardant au fond un peu plus d'estime d'elle-même, de reconditionner, si je puis dire, c'est-à-dire de remettre des conditions différentes à son positionnement, à sa relation et à sa réussite. Et donc à sa réussite, à la fois personnelle et même sociale et même professionnelle, parce que tout change. Ce sera ma dernière question, Polo, parce qu'on arrive au terme de cette émission. En conclusion, quelle pratique, très concrètement et rapidement, quelle pratique quotidienne tu recommandes pour maintenir un niveau élevé d'amour-propre et aligner finalement cette confiance qui sera générée avec le succès, et tout cela vraiment de manière durable? Alors, c'est d'abord la reconnaissance de soi dans sa capacité à être beaucoup plus riche qu'on ne l'estime. Si on regarde sur un plan biologique, c'est juste incroyable. On va dans l'infiniment petit, en soi, c'est juste dingue. Tout est accessible. C'est-à-dire, si demain je veux jouer au piano, il faut simplement que je mette les moyens pour le faire, mais je peux le faire. Je peux jouer au tennis, je peux être un entrepreneur, je peux trouver la personne qui me va bien dans la vie, je peux décider d'aller vers telle ou telle chose. Donc, c'est reconnaître que le potentiel que nous avons et ce vers quoi nous voulons aller, même si c'est pas encore là, on peut aller le chercher. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment prendre en compte cette dimension, parce que vous êtes beaucoup plus que ce que vous
percevez non seulement de vous-même, mais aussi de la vie, des possibilités, etc. Ok, reconnaissance. Ensuite. La reconnaissance. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'avoir une vision autour de ces valeurs. Qu'est-ce qui est important pour soi et où est-ce que je veux aller, et concrètement de passer à l'action. Parce que tant que je passe pas à l'action, je peux toujours me raconter des choses, mais ça changera rien. Si je veux améliorer ma relation à l'argent ou à la nourriture ou au couple, il y a un moment donné, il faut que j'accepte que le problème que j'ai, il vient de mon intériorité. Il n'y a pas à se culpabiliser, mais c'est à reconnaître où est-ce que ça coince. Et puis à partir de là, d'intégrer des nouvelles données. Ça peut être des données en termes de conscience, de connaissance. Ça peut être des données en termes d'état interne, justement, d'énergie, et des données, bien sûr, en termes de comportement. Et le siège de tout ça, le centre de tout ça, c'est bien sûr l'estime que je vais ou non me reconnaître. Si je crois en moi, j'ai évidemment plus de chances d'aller vers vers quoi j'ai envie, en fait. Donc, je dois croire en moi, je dois croire en mes rêves, je dois croire en ma capacité à progresser. Comment faire durer ça dans le temps? Soit on le fait tout seul, en lisant des livres, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, soit on décide de se faire accompagner. Et il n'y a pas meilleur investissement, je vais le dire 2 fois, il n'y a pas meilleur investissement que de croître de l'intérieur, de grandir de l'intérieur, dans la conscience de soi, la conscience de ce vers quoi on a envie d'aller, la conscience du potentiel d'énergie dans lequel on peut entrer, et la conscience des comportements qu'on peut développer à travers notre interaction au monde. Le monde est fait d'énormément de ressources. Encore faut-il les reconnaître, aller les chercher et grandir avec. Absolument investir sur soi pour se transformer. On a une vie qui est courte, hein. Le temps passe de plus en plus vite, et vraiment profitez de cette vie parce que vous méritez, ceux qui nous écoutent, vous méritez de grandir, de vous développer et d'aller vers ce à quoi vous aspirez. Merci mon Polo. Avec grand plaisir. Merci à vous tous de votre fidélité. C'est mon petit pas du mois. Et puis en réagissant à cet épisode sur les réseaux sociaux depuis votre plateforme de diffusion de podcast, ou en nous mettant par exemple, 5 étoiles sur Apple Podcast, vous participez à améliorer encore la visibilité du programme, inédit, je le rappelle, et à augmenter la communauté, bien sûr, de sorte qu'un maximum de monde puisse encore une fois profiter de l'enseignement de Paul et de la PNL pour améliorer son quotidien. Et puis si vous souhaitez également en savoir plus sur le sujet qui nous intéressait aujourd'hui, à savoir l'estime de soi et la réussite, je vous renvoie directement sur la chaîne YouTube Paul Pironnet Institut, où là aussi vous trouverez de nombreuses vidéos en accès libre disponibles sur ce sujet et évidemment sur d'autres. À très vite mon Polo. À très vite, merci encore de nos échanges. Allez, prends soin de toi et à très bientôt, et merci encore à vous. Salut.